Nouvelle frontière maintenant du social media. J'invite Jérémy Moritz sur scène et Andrés Melajowski, mon fidèle compagnon, mon jumeau statistique. Ça marche. De marcher. Ça marche. Jérémy, merci. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette discussion. Tu es quelqu'un avec un agenda de ministre d'État, donc on n'a pas pu faire de keynote. Néanmoins, on a quelques slides pour cadrer un peu la discussion. Moi, ce que je te propose, c'est que pour bien démarrer, tu nous présentes un peu Pernod Ricard. Et moi, je dirais encore plus ta vision de Pernod Ricard. Alors, je déroule juste quelques slides pour que vous ayez une... Oui, on ne va pas en mettre trop. Les marques. Oui. Surtout Pernod Ricard, je pense en France, les gens connaissent beaucoup Pernod et Ricard qui sont des marques incontournables. Si vous ne connaissez pas le groupe, aujourd'hui c'est plus de 8 milliards de chiffre d'affaires, on est présent propre dans plus de 90 pays avec plus d'une centaine de marques et notamment en fait c'est un groupe qui a beaucoup grossi dans les années 90 avec nous on appelle ça les 3 Big Bang, 3 grosses acquisitions dont Absolut, Chivas, Martell le cognac, Perrier-Jouët et Moum les champagnes, et qui fait qu'aujourd'hui en fait on a le plus large portefeuille de l'industrie des spiritueux et des vins, parce qu'on a aussi des vins du Nouveau Monde, donc pas de vin français parce que c'est un marché assez compliqué, mais des vins d'Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine et États-Unis et même Chine, puisqu'on a commencé à investir sur les vins en Chine il n'y a pas longtemps. Alors vous êtes une boîte du CAC 40. Oui. Vous avez néanmoins le plus jeune PDG, je crois, du CAC 40. Exactement. Quel âge a-t-il? Il a 43 ans, si je dis pas de bêtises. Comment s'appelle-t-il? Alexandre Ricard, qui est arrivé il y a 2 ans, donc à la tête du groupe, après avoir passé une dizaine d'années un peu dans toutes les fonctions du groupe. D'accord, je crois que vous êtes une boîte très innovante, parmi les plus innovantes au monde, selon Fortune ou Forbes. Alors pourquoi? C'était une des surprises et ça a déclenché des choses chez vous, je crois. Enfin, c'est une anecdote qui je trouve assez croustillante. Oui, c'est assez intéressant. En fait, Forbes fait un classement des entreprises les plus innovantes dans le monde. Et en fait, il se trouve qu'il y a un peu plus de 3 ans, ce classement est sorti et on est arrivé, Pernod Ricard est arrivé 15e dans le classement mondial devant Google et Apple. Donc on était assez ravis et étonnés. Et du coup, en fait, ça nous a un peu mis le pied à l'étrier de dire... on ne sait pas comment tout a été calculé, mais en tout cas, Alexandre Ricard qui a vu ce classement, en fait, du coup, s'est dit je vais aller voir les compagnies qui sont premières dans ce classement-là et aller discuter. Et il se trouve que la première boîte était Salesforce à l'époque, et c'est comme ça en fait qu'il a rencontré Marc Benioff, le PDG de Salesforce, qui lui a parlé des réseaux sociaux d'entreprise et qu'on a mis en place du coup Chatter dans la foulée. Et Alexandre Ricard est revenu en disant: on va le faire, je veux le réseau social pour les 18 000 personnes du groupe, et ça a été fait en 6 mois, ce qui montre aussi l'impact d'avoir un PDG qui aide sur certains projets. Ok. Alors c'était quelques mots de contexte, je pense assez intéressant. Maintenant, je propose qu'on aborde le sujet qu'est le social media. C'est quelque chose de très important chez vous, vous avez des tribus, des communautés. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça synchronise avec le marketing? Qu'est-ce que ça change? En quoi le marketing inspire le social media? C'est toi le patron du social media du monde chez Pernod, donc tu es bien placé pour nous le dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que via le social media, on a fait un peu notre révolution au niveau marketing, et pas une révolution dans le sens où on va tout changer, mais une révolution dans le sens où on revient finalement là où on était à nos origines. C'est-à-dire que Ricard, quand Paul Ricard a lancé le groupe, en fait, il disait à ses employés, on utilise la phrase souvent, c'est: faites-vous un nouvel ami chaque jour. Donc en fait, c'est ne rentrez pas dans le bar avec le bon de commande à la main, mais discutez, apprenez des gens, et c'est comme ça que vous allez vous construire en fait une communauté. Et je pense que du coup l'arrivée du digital a un peu perturbé tout ça, et on voit en fait aujourd'hui là depuis 5 ans un vrai retour en fait aux expériences. Et aujourd'hui Pernod Ricard, c'est un peu plus d'un tiers des dépenses marketing qui sont sur de l'expérientiel. Et donc du coup pour nous le point, c'est de dire comment on fait le lien, comment on comble le fossé entre finalement il y a 5 ans tout le monde créait ses pages, ses comptes, etc. en poussant du contenu de manière assez massive, mais comment finalement on utilise le social pour juste élargir nos communautés et aussi pour
aller dans des communautés qui ne soient pas que des communautés de marques, mais des communautés finalement, nous notre signature c'est créateur de convivialité, et en fait c'est l'idée vraiment de s'approprier la convivialité, et notamment en fait, si vous avez lu l'étude GAFA de Faber Novel, ça a été un peu un aha moment pour nous, dans le sens où on voyait que les Google, Apple, Facebook, en fait, aller au-delà de leur core product. Donc, Google ne fait pas que du search aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a Alphabet. Apple ne fait pas que des devices aujourd'hui. Et en fait, ils se donnent de l'air en allant chercher en fait, une zone d'expérimentation et d'opération qui va bien au-delà de ce qu'ils font, pour justement aller avoir un pool de clients qui soit beaucoup plus large qu'ils avaient à la base. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de plateformes, de comment vous, peut-être rapidement, comment vous gérez ces communautés? Je pense qu'elles sont plus importantes que vos marques, c'est ce que tu laisses entendre. Un exemple concret. En fait, alors je vais en donner deux et puis des chiffres, mais en fait j'ai fait un travail, c'est pratiquement la slide que j'utilise le plus dans le groupe. En fait, c'est le nombre de requêtes Google autour de autour de nos marques, des catégories de nos marques, et en fait de tout ce que j'appelle la convivialité. Et en fait, ça frappe les gens parce que je leur montre que sur nos marques, on va avoir quelques centaines de milliers de requêtes par mois. Ensuite, si je regarde en fait les catégories, donc rhum, whisky, vodka, on va approcher des millions de requêtes par mois. Par contre, si je regarde, je veux sortir, je veux faire des cocktails, je veux organiser une soirée chez moi, là on passe dans les 5, 6, 10 millions. Et en fait, ça frappe les gens parce qu'ils se disent, oui, la valeur, elle est dans nos marques, mais en fait, si je veux générer des leads, et là on retrouve pas mal une philosophie un peu start-up, il faut que j'aille vers la convivialité et vers des services. Donc deux exemples, on a un site qui s'appelle worldsbestbars.com, qui est en fait un guide des meilleurs bars du monde, qui est opéré par Pernod Ricard, mais qui en l'occurrence ne liste pas que des clients de Pernod Ricard, c'est vraiment un espèce de guide, un black book des meilleurs bars dans le monde, et qui est le premier site en termes de trafic dans le groupe aujourd'hui. Pourquoi? C'est assez naturel, c'est parce que les gens s'intéressent plus en fait à leurs besoins qu'à nos marques directement. Et après, on trouve des moyens d'insérer nos marques. Et le deuxième exemple, au Moyen-Orient, le compte social qui marche le mieux n'est pas un compte de marque, c'est un compte qui s'appelle Whisky Rocks, qui est sur tout le portefeuille de whisky et surtout sur l'éducation autour de la consommation du whisky. Ce qui intéresse encore une fois plus les gens en termes de premier contact que d'aller vers la marque directement. Peut-être assez rapidement, deux, trois questions très rapides. Comment ça s'organise? C'est quoi vos métriques? Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que, alors c'est plus les fans? Non, ça a été un gros travail en fait de ce qu'on appelle beaucoup les vanity metrics, ou certains les bullshit metrics, qui est juste les tailles de communauté, les commentaires, etc. Où en fait c'est un travail qui est encore en cours, mais on dit à tout le monde, changez votre façon de regarder les metrics. Finalement, le marketing et la façon de mesurer son efficacité, c'est la même chose qu'avant. Globalement, c'est combien de leads je génère, combien de personnes j'ai dans ma base, combien de personnes je vends et combien de personnes viennent à mes événements. Pardon. Et donc du coup l'idée c'est Vous êtes éditeur ou co-éditeur d'événements, c'est important C'est hyper important pour nous, c'est là où on crée justement les moments de convivialité, et donc en fait on revient plus encore une fois à des métriques de start-up, pour ceux qui voient un peu le funnel AAR, qui est en fait l'acquisition, la rétention, etc. C'est assez sain, et on essaie de pousser pour revenir là-dessus. Et on a aussi changé toute notre segmentation client, où avant on était beaucoup sur des segmentations démographiques, enfin des choses assez classiques, et je sais qu'on va finir bientôt, et on est passé en fait sur une segmentation sur des moments de convivialité. Donc en fait c'est hyper clé pour nous, où on switch de dire il y a une marque pour une personne, en fait il y a des moments de convivialité et les marques vont venir jouer un rôle là-dedans. Alors peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire ou surtout pas faire? Parce que tu as quand même une vision internationale, globale sur le sujet de la convivialité, donc un terreau d'expérience fabuleux. Donc quoi tu peux nous inspirer là-dessus? Je vais dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut surtout éviter de ne pas écouter ce que disent ces consommateurs. Ça, c'est un truc qu'on ne faisait pas avant sur la partie online, c'est-à-dire l'écoute. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel on bosse notamment avec Sprinkler depuis 2 ans. Et au début, on écoutait nos marques, et que nos marques étaient très marque-centriques. Et maintenant, en fait, on écoute vraiment les communautés, les bartenders,
les gens avec qui on bosse, etc. Et ça nous apprend 10 fois plus qu'écouter nos marques uniquement, parce qu'on sait où se placer, quoi donner, quoi offrir et quelle place trouver en fait avec nos consos. Voilà, j'ai plein de questions, mais on doit conclure. Merci Jérémy. Merci. C'est top.